On va passer une intervention. Alors, votre exercice qu'on vous avait demandé n'était pas évident. Celui qu'on a demandé à Sophie Richard n'était pas évident non plus. C'était de revenir sur les enjeux de la gouvernance de l'eau en France avec une vision rétrospective. Donc, Madame Richard est en visio. Je ne sais pas si on a la connexion avec elle. Oui, bonjour. Alors, on vous voit, on vous entend pas pour l'instant. Vous ne m'entendez pas? Si, ça y est. C'est bon? Oui, vous m'entendez aussi du coup? D'accord. Je Oui, suppose je vous que... entends très bien, merci. Ok, eh ben, vous Je avez vais la partager mon parole. écran. Je vous donne la parole. Vous pouvez partager l'écran, effectivement. Et puis, on vous laisse 20 à 25 minutes de présentation. C'est ça? C'est D'accord, parti. c'est bon, là, vous voyez bien l'écran? Oui, D'accord, très bien, bon, bah, j'y vais. c'est Bah, parti. merci beaucoup pour votre invitation et désolée de ne pas pouvoir être en présentiel avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous apporter un éclairage sur l'évolution de la gouvernance de l'eau en France et plutôt France métropolitaine, en mettant l'accent sur quelques enjeux et perspectives. Donc, on va se recentrer plus au niveau national. Donc, comme vous l'avez indiqué dans les exposés introductifs, nous connaissons aujourd'hui des bouleversements à la fois écologiques et climatiques sans précédent qui vont questionner et interpeller l'État et les décideurs publics sur leur capacité à faire avec ces changements et à les intégrer pour agir et assurer la sécurité des populations. Donc, je voulais signaler aussi, comme les intervenants précédents l'ont souligné, que nous ne sommes plus vraiment dans une gestion de crise répétée, mais nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique avec lequel nous devons apprendre à composer. Donc, en France, depuis 2022 notamment, l'eau est de plus en plus médiatisée et a fait aussi l'objet de nombreux rapports, notamment de la part des institutions parlementaires françaises, mais aussi de la Cour des comptes, de l'Inspection générale pour le développement durable et l'environnement. Et ces rapports mettent en avant les défis à Pardon relever. Sophie, Oui, nous on n'a pas le défilement des diapositives. d'accord. Ah oui, voilà, pardon. Voilà, ok. Donc oui, ces rapports mettent en avant les défis à relever et proposent des recommandations pour y arriver. Et l'accent est particulièrement mis sur la montée en puissance des enjeux quantitatifs et sur le partage de l'eau entre les usages humains et non humains. Donc ici, j'ai mis un exemple du rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l'avenir de l'eau, fin 2022, qui s'intitulait Comment éviter la panne sèche et qui faisait le constat que l'eau est une ressource partagée entre de multiples usages, qu'en France, on a l'habitude d'avoir une eau abondante et peu chère toute l'année, mais que les évolutions climatiques modifient les accès à l'eau, rendant la gestion quantitative plus difficile, posant, comme le signalait aussi David Blanchon tout à l'heure, les questions d'amélioration de la qualité encore incontournables et indissociables de la gestion quantitative, et donc potentiellement pouvant créer des sources de tensions, de conflits d'usage, d'opposition, de débats en conditions de rareté accrue. Et donc ce rapport notamment posait la question de pourra-t-on et comment préserver une gestion participative et apaisée de l'eau dans les années à venir, ce qui pose des questions de gouvernance de l'eau. Donc comment définir la gouvernance? Alors là, je vous propose une définition, parce que dans le domaine de l'eau, aucun acteur, qu'il soit étatique, public ou privé, n'a toute la connaissance et toute l'information pour résoudre des problèmes qui sont complexes, dynamiques et diversifiés. Et donc la gouvernance peut être vue comme une référence à l'ensemble des cadres d'action et des processus de prise de décision, de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et d'institutions qui sont mis en œuvre à différentes échelles pour gérer les défis liés à l'eau et aux services associés, dans des contextes qui sont fragmentés et incertains. Donc on constate aussi qu'on a une incertitude croissante dans les systèmes actuels. Et rappeler aussi, comme le disait David Blanchon, qu'il n'existe pas de solution unique au défi de l'eau, mais plutôt une grande diversité de situations. Et la gouvernance va donc nécessairement être très dépendante des contextes considérés. Et il va être nécessaire d'adapter les politiques de l'eau aux territoires concernés et aux problèmes rencontrés. Et donc ces capacités d'adaptation vont reposer notamment sur des capacités d'auto-organisation, des approches souvent collaboratives, des apprentissages par l'expérience et une gestion à l'échelle des problèmes considérés. Alors,
un bref rappel, mais j'imagine que toutes les personnes dans la salle le savent aujourd'hui, mais qui est important quand on s'intéresse à la gouvernance de l'eau en France, c'est qu'effectivement, l'organisation de l'eau et des administrations de l'eau en France se fait à différentes échelles, à des niveaux administratifs, donc qui sont les niveaux communaux, intercommunaux, régions et départements, d'une part, mais aussi à des niveaux hydrographiques, notamment avec les agences de l'eau à l'échelle des districts hydrographiques et les syndicats de bassins versants à des échelles bassins ou sous-bassins versants. Et donc, il y a effectivement plusieurs échelles en jeu qui vont devoir se coordonner pour mettre en œuvre la politique de l'eau et relever les défis associés. Donc la gouvernance de l'eau en France résulte, comme vous le disiez en introduction, de 60 ans aujourd'hui de controverses et de négociations sur l'eau, si on prend le point de départ de la loi sur l'eau de 1964. Donc elle a abouti donc c'est un modèle assez ancien qui est établi en réponse aux attentes sociétales et aux enjeux environnementaux des années 60, dont les grands principes demeurent aujourd'hui, mais qui s'est adapté au fil du temps en évoluant de façon incrémentale. Donc on a aujourd'hui un cadre relativement consensuel de gestion intégrée et territorialisée de l'eau, avec, comme je vous le disais, une politique, des moyens et des outils dédiés. Des institutions à l'échelle des bassins versants bien établies, notamment avec le rôle central des agences de l'eau, des syndicats de bassins. À cette échelle aussi de bassin, des engagements multi-acteurs qui sont importants pour intégrer la complexité, notamment au sein d'institutions participatives que sont les comités de bassin à l'échelle du district hydrographique ou les commissions locales de l'eau à l'échelle des bassins ou sous-bassins versants. On a affaire aussi à une régulation et un contrôle par l'État et la mise en œuvre aussi de l'Office français de la biodiversité qui va assurer à la fois des missions de surveillance, de suivi de la qualité de l'eau et de police de l'eau. Et puis, en termes de maîtrise d'ouvrage, on a une gestion assez décentralisée avec une maîtrise d'ouvrage publique des collectivités territoriales et de leurs groupements à des échelons plutôt administratifs. Donc, ce mouvement d'évolution de la politique de l'eau s'est fait aussi en parallèle avec un mouvement d'européanisation des politiques de l'eau à partir des années 70, donc les premières directives européennes sur l'eau, avec un point d'orgue qui est la directive 4 européenne sur l'eau dans les années 2000, qui va fixer un cadre de gouvernance pour une gestion intégrée de l'eau en Europe et des objectifs de bon état et de non-dégradation des eaux, couplés à des exigences économiques. Et en parallèle, un mouvement de décentralisation et de montée en puissance des collectivités locales, comme on y reviendra par la suite, avec notamment le dernier acte de décentralisation dans les années 2014-2015 qui va transférer des compétences sur l'eau, notamment gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et gestion des services d'eau et d'assainissement aux échelons intercommunaux, aux EPCI à fiscalité propre. Donc ces transformations résultent, comme je vous le disais, de controverses, de désaccords, de compromis entre le secteur de l'eau, mais aussi les autres secteurs usagers de l'eau. Elle résulte aussi en une évolution de la légitimité de l'État entre ce mouvement d'européanisation et de décentralisation. Donc l'État se retrouve moins acteur central de la production de l'action publique qu'il ne l'était dans les années 60. Aujourd'hui, il compose avec une multitude d'acteurs territoriaux pour la construction de l'action publique sur l'eau à l'échelle des territoires. On va le voir aussi, il y a une écologisation des politiques de l'eau au fil du temps et une écologie un peu du compromis, se qualifier de telle sorte par certains analystes politiques. Et puis aujourd'hui, des changements globaux qui repositionnent les défis collectifs et questionnent les enjeux de gouvernance de l'eau. Donc, en fait, ce système a permis des avancées sur le plan de la gestion de la qualité de l'eau, sur le plan organisationnel, sur l'implication de différents acteurs dans la construction des politiques publiques et la prise de décision territorialisée. Mais il reste encore avec des résultats qui ne correspondent pas forcément exactement aux objectifs et aux enjeux. Et alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce manque d'efficacité de la politique de l'eau, et notamment en reprenant les auteurs qui analysent les politiques publiques.
Je reprends quelques-uns de ces facteurs. Alors certes, on a une politique de l'eau qui est clairement identifiée, mais elle est très dépendante des politiques sectorielles, ce qui fait dire à des auteurs comme Sylvain Baronne qu'elle est gouvernée par l'extérieur. Donc effectivement, on va avoir des politiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de l'énergie qui ont été citées tout à l'heure, de l'alimentation, qui vont aussi fortement conditionner les enjeux de la politique de l'eau. Et donc, les décisions ou la mise en œuvre de programmes dans le domaine de l'eau va être très fortement dépendant d'acteurs et de systèmes de gouvernance qui sont hors du domaine de l'eau. Donc ça va avoir une influence sur les résultats de la politique de l'eau en elle-même. C'est une politique aussi qui s'est complexifiée au fil des lois sur l'eau et qui s'est écologisée avec donc des moyens qui étaient très centrés sur l'eau dans les années 60 et qui se sont dilués un petit peu dans les politiques environnementales et biodiversité aujourd'hui. Donc à titre d'illustration, donc l'eau dans les années 60 était un enjeu environnemental majeur avec la mise en œuvre des lois sur l'eau, de la loi sur l'eau de 64 qui fixe des principes fondateurs comme l'eau paye l'eau, une solidarité à l'échelle du bassin, des principes d'usagers et pollueurs-payeurs, avec une émergence d'autres enjeux environnementaux dans les années 2000 et même avant. Et puis aujourd'hui, l'eau qui reste un enjeu environnemental, mais parmi d'autres, notamment avec ce qui concerne l'extension du mandat des agences de l'eau et la création de l'Office français de la biodiversité, fortement financé par les redevances des agences de l'eau et donc par les usagers, notamment domestiques. Pour revenir sur le manque d'efficacité, donc cette politique est clairement identifiée, mais elle va aussi concerner des systèmes complexes et évolutifs, avec un questionnement de l'état de référence qui n'est pas du tout un état absolu, mais un état relatif qui va évoluer aussi en fonction des conditions écologiques et climatiques. On constate aussi du retard dans la mise en œuvre des directives européennes et également de nombreuses possibilités de dérogation environnementale qui vont impacter les objectifs de la politique de l'eau. Et puis, certaines dispositions des lois de 64 et 92 concernant la maîtrise d'ouvrage à l'échelle des bassins versants n'ont pas été complètement mises en œuvre. Après, il y a également un point sur les rôles et responsabilités de plusieurs acteurs à plusieurs niveaux qui vont nécessiter des articulations entre acteurs, niveaux et politiques. Et puis, des statuts et des rôles qui vont être à préciser, notamment à l'échelle des bassins versants. J'y reviendrai par la suite. Par exemple, là, on voit que les structures de bassins versants ont été, quand même, selon les régions et les territoires, mais souvent déstabilisées par la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Il y a aussi ce point des associations environnementales et des citoyens qui pourraient être plus associés au processus de décision, comme cela a été dit aussi par David Blanchon en conclusion tout à l'heure. On a souvent des comportements des usagers qui sont difficiles à faire évoluer par le droit uniquement, donc il y a d'autres moyens à trouver pour cela, donc, qui peut rejoindre le point précédent. Et puis, dans les facteurs qui peuvent expliquer aussi ce manque d'efficacité, on a parfois des concurrences internes dans les institutions qui vont donner lieu à des arbitrages dans l'affectation des moyens qui ne seront pas toujours nécessairement en faveur des politiques de l'eau. Et puis, on a certaines attitudes d'organisation qui seraient plutôt conservatrices, qui peuvent aussi freiner les transformations et les innovations. Donc là, je voudrais aborder maintenant, suite à ces constats, 5 grands enjeux, perspectives et pistes de réflexion pour adapter la gouvernance aux problèmes considérés et pour alimenter les questionnements et les débats des tables rondes qui vont suivre. Donc, je n'apporterai pas forcément de réponse. Je vais plutôt poser des questions, mais sur 5 thèmes en particulier. Le premier, qui est pour moi un élément majeur il y a un enjeu majeur des politiques publiques, pas uniquement de la politique de l'eau, c'est comment réussir à articuler l'action à court terme qui est nécessaire pour répondre aux urgences et aux besoins immédiats et les stratégies de long terme en articulant à la fois les échelles et les secteurs.
Et là, je souhaitais vous proposer la prospective comme piste de réflexion et approche permettant d'intégrer à la fois des ruptures, de décaler les regards, d'éclairer l'action à la lumière de futurs possibles. Alors la prospective, dans l'idée, c'est d'essayer de voir loin, dans le futur, mais aussi en s'appuyant sur le passé, de voir largement et d'analyser en profondeur, en s'appuyant sur des données qui soient validées scientifiquement et qui font consensus. Là, je vous ai mis comme exemple le projet Explore 2, les futurs de l'eau, dont les données vont paraître en 2024, qui est typiquement à l'échelle nationale le type de données scientifiques sur lesquelles s'appuyer pour ce genre d'exercice. Et puis la prospective, pour moi, c'est une approche qui permet de piloter et d'accompagner la prise de décision en contexte d'incertitude, en mobilisant des ressources notamment liées aux sciences humaines et sociales, en construisant des scénarios, des narratifs, en se basant sur la concertation et l'association de la population à la décision. Enfin, voilà, il y a plusieurs pistes possibles. Donc ça, c'était un premier point. Un second point sur cela, à mon sens, on aurait besoin d'un État qui soit plus stratège et pas uniquement régalien. Donc avec une vision nationale globale, en fait, qui permette de fixer des grandes orientations qui soient ensuite articulées avec les échelons territoriaux. Il y a effectivement aussi la possibilité d'avoir des collectivités chefs de file sur certaines politiques publiques en fonction des enjeux des territoires et de l'échelle administrative considérée. C'est le cas notamment de politiques de gestion quantitative qui pourraient être conduites à l'échelle d'un département ou d'une région en fonction du périmètre du problème considéré. Et puis, il y a un point aussi sur ces éléments-là qui est d'articuler et d'adapter les priorités et les moyens aux enjeux. Alors, avoir effectivement des moyens humains, financiers, techniques et réglementaires, se donner les moyens d'une police environnementale avec effectivement des compétences et des effectifs suffisants, en termes de suivi aussi des PV, loi sur l'eau, d'aller jusqu'au bout et d'avoir effectivement des amendes qui soient dissuasives. Enfin voilà, se donner tous ces moyens-là. Donc ça, c'est pour le premier point. Un second point, concerne plutôt la gouvernance multiniveau et le besoin d'articuler les enjeux et les secteurs. Donc ça serait une gouvernance sur mesure, adaptée aux problèmes à résoudre. Alors, articuler les enjeux entre secteurs, c'est-à-dire essayer de mieux intégrer l'eau dans les politiques sectorielles, en prenant en compte les antagonismes, les tensions et les conflits comme facteurs de changement pour permettre de déclencher des actions et donc d'intégrer ces antagonismes pour vraiment les prendre en compte dans la politique de l'eau. De limiter les dérogations environnementales peut être aussi un autre point. Sur les questions d'articulation des échelles administratives et hydrographiques, alors ça, c'est important pour construire l'action publique à des niveaux adaptés. On constate effectivement que les politiques nationales ne sont pas toujours les plus solidaires et les politiques locales pas toujours les plus efficaces. Donc, l'enjeu est de réfléchir à des niveaux d'action et de construction de politiques solidaires et efficaces aux échelles territoriales adaptées aux problèmes à résoudre. Et un autre point concerne la construction de l'action publique à l'échelle d'enjeux, en considérant aussi les générations futures comme horizon de responsabilité. Le troisième point concerne la maîtrise d'ouvrage. Je voulais faire un point spécifique là-dessus parce que il me semble important de le mentionner, qu'on a besoin d'une maîtrise d'ouvrage de gestion de l'eau qui soit adaptée sur des territoires d'intervention adaptés qui peuvent être les bassins versants, les territoires d'usage de l'eau quand on a des transferts d'eau qui viennent de bassins différents, des territoires de gestion des risques, en fait des territoires de mission qui sont définis aux échelles des enjeux sur lesquels on aurait des établissements publics avec des compétences et des statuts administratifs adaptés. Ça, c'est une vision qui est développée aussi par Philippe Marc, juriste et avocat au barreau de Toulouse,
disant qu'en termes effectivement administratifs, il nous manque en fait cet échelon territorial, car aujourd'hui nous avons des syndicats mixtes qui sont, donc ça c'est le statut juridique, qui sont labellisés EPTB, mais ce qu'il faudrait c'est rendre cette labellisation compétence obligatoire avec des nouveaux statuts d'établissements publics administratifs environnementaux à ces échelles pour avoir des compétences clairement identifiées. Et puis les deux derniers points, le premier concerne une gouvernance qui permette, à mon sens, de rééquilibrer les rapports entre humains et nature, car si la gestion équilibrée des usages et des milieux aquatiques fait partie de la loi sur l'eau de 92, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Et l'art pourrait être, par exemple, un média pour introduire le champ du sensible, les attachements aux vivants, ou le droit, un outil mobilisable, ça va être développé aussi dans les tables rondes ultérieures, mais soit pour reconnaître des entités naturelles en tant que sujet de droit, soit faire évoluer le régime juridique de l'environnement. Donc on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et le dernier point, qui me semblait intéressant pour les réflexions des tables rondes à venir, c'était de réfléchir à des politiques qui mixent plus démocratie représentative et participative en envisageant des formes d'action publique à adapter aux enjeux, par exemple des assemblées pour défendre les enjeux de long terme, le droit des générations futures, les intérêts de la nature, et des lieux d'action publique comme les commissions locales de l'eau, qui associent plus largement les citoyens en tant que partenaires réels de l'action publique, voilà, donc et contributeurs à la prise de décision. Donc pour conclure, je souhaitais en fait dire que, bon, en conclusion, effectivement, la gouvernance de l'eau en France repose sur une politique des moyens et des dispositifs dédiés, qu'elle aurait besoin de clarifications législatives en interne, notamment sur l'attribution de compétences à des échelons territoriaux identifiés, notamment les bassins versants, comme on l'a vu, mais aussi d'une meilleure cohérence avec d'autres politiques publiques, justement pour gérer ces antagonismes. Après, les derniers points, c'est effectivement les combinaisons des actions court terme et vision long terme, et puis les rééquilibrages des relations entre humains et nature. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions pour approfondir certains points. Merci beaucoup. Comme tout à l'heure, on va s'autoriser quelques questions. Donc oui, une première question ici. Je vous laisse vous représenter à chaque fois et puis et voilà, on prend trois questions. Oui, Rivière de Bretagne, Pauline Pénobert. Est-ce que vous auriez quelques exemples? Et je voyais que vous défendiez l'EPTB. Un des soucis que nous, on constate aujourd'hui, c'est que dans les EPTB, les usagers n'ont pas leur place. C'est des choses qui peuvent être faites que par des élus. Et donc, ça ne contribue pas du tout à l'augmentation de la participation des représentants des usagers, associations, mais aussi agriculteurs ou consommateurs. Et on peut constater des fois des décisions de l'EPTB qui sont en contradiction, des fois même avec les décisions des clés. Donc, comment vous imaginez cette évolution des EPTB? Alors, il y avait deux points. C'est vrai que dans la participation des usagers, je me positionnais plutôt au niveau des commissions locales de l'eau. Même si effectivement, selon les territoires, ils sont plus ou moins associés de façon importante. Dans les EPTB, l'idée c'était de reconnaître, alors c'est pas forcément l'EPTB, c'est vrai que j'ai employé le terme néo-EPTB parce que c'est aujourd'hui ce qui correspondrait peut-être la formulation la plus proche. C'était plutôt de dire en termes de statut juridique, de regarder l'évolution de ces syndicats mixtes qui sont aujourd'hui labellisés EPTB, qui peuvent avoir des compétences qui sont transférées, notamment de la part des EPCI à fiscalité propre sur les questions de GEMAPI, mais qui ont du coup, par ce label EPTB, des missions de coordination de la politique de l'eau à l'échelle du bassin versant, mais missions qui sont confiées par le préfet coordonnateur de bassin. Et c'est de réintroduire plutôt ce statut législatif voilà, juridique de ces EPTB. Après, on peut imaginer aussi des structures qui fonctionneraient un peu comme
l'établissement public du Marais Poitevin. Enfin, il y a plusieurs options possibles, et avec des structures d'établissement public qui associeraient aussi plus largement un panel d'acteurs plus important, en fait, et notamment les citoyens. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais il y a plusieurs options possibles, en fait. Il n'y a pas de... Ouais, merci pour cette réponse. Il y avait un autre bras qui s'était levé, donc je distribue la parole, et il y a une troisième question après. Voilà. Oui, merci Romain. Donc Bruno Ricard, alors président d'une commission locale de l'eau, justement, en l'occurrence la Rance, et puis vice-président au syndicat départemental des Côtes-d'Armor et à Dinan Agglomération. Une question sur la maîtrise d'ouvrage, le bon positionnement de la maîtrise d'ouvrage, où on voit qu'on est en recherche à chaque fois de cohérence hydrographique et en même temps je dirais de respect des périmètres de compétences des EPCI, des périmètres administratifs. On a vu la superposition de vos cartes. Comment réagiriez-vous à ce point, à savoir qu'une maîtrise d'ouvrage, effectivement, à une échelle hydrographique, est apte à trouver une cohérence hydrogéographique, mais que une maîtrise d'ouvrage à l'échelle des communautés de communes, communautés d'agglomération, bref, des EPCI, elle a le mérite de décloisonner et d'être dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de ne pas isoler la question de l'eau, mais au contraire de la connecter aux autres politiques des EPCI, notamment urbanisme, etc. Oui, vous avez raison, effectivement, il y a cette double enjeu d'à la fois de connecter la politique de l'eau aux autres politiques, ce qui peut se faire à l'échelon administratif des EPCI. Et effectivement, le fait d'avoir des structures qui vont gérer les enjeux de l'eau à l'échelle hydrographique et donc avoir aussi un avantage de gestion à cette échelle-là. Moi, je me dis que ce qui est important en fonction des territoires, c'est d'avoir une gouvernance qui soit adaptée en fait aux problèmes à considérer et qui seront différents d'un territoire à un autre en fonction des organisations, des problèmes, du contexte territorial. Et comme le disait aussi David Blanchon tout à l'heure, pour moi, les territoires sont en construction et sont évolutifs. Et ce qui serait le plus pertinent, même si ça demande aussi des adaptations territoire par territoire, c'est d'envisager les échelles les plus pertinentes de gestion en fonction des enjeux et des problèmes rencontrés. Donc, il pourrait y avoir des territoires sur lesquels ça soit à l'échelle du bassin versant, pour d'autres, ça soit un territoire d'usage de l'eau qui concerne aussi effectivement les autres politiques qui sont gérées à l'échelon des EPCI. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu un mécano à adapter aussi en fonction des territoires et de leurs enjeux. Voilà, et je crois qu'il y avait merci. Il y avait une troisième question, Ludovic, peut-être devant, là, oui, c'est ça. Merci Madame Richard. Ludovic Brossard, donc je suis élu à la ville de Rennes en charge de l'alimentation durable et membre de la commission locale de l'eau du Sage-Vilaine aux côtés de Michel de Molder. Je suis tout à fait d'accord avec les pistes de réflexion que vous avez apportées sur les questions de gouvernance de l'eau. À mon sens, il manque peut-être un élément, et j'aimerais vous entendre là-dessus. On doit effectivement aujourd'hui avancer sur des enjeux réglementaires et techniques, mais il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit aussi d'assumer une révolution culturelle, notamment c'est ce que vous avez abordé sur la fin, sur la manière de considérer ce bien commun et le vivant. Et j'aimerais vous entendre un peu plus sur la question de la personnalité juridique de l'eau, et notamment les expériences qu'on voit apparaître en France autour du Parlement de la Loire ou le Parlement de la Garonne, pour accompagner en fait à la fois une meilleure prise en compte de ce bien commun, mieux visibiliser nos interdépendances avec l'eau, mais aussi mieux considérer cette ressource-là en lui donnant une personnalité juridique. Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Je précise juste avant la réponse de Madame Richard que c'est un point qui sera notamment évoqué par Nathalie Hervé-Fournereau dans la table ronde suivante, mais je laisse Madame Richard apporter sa réponse aussi.
Oui, bah merci beaucoup pour votre question. Effectivement, j'allais vous le dire aussi. Enfin, je pense qu'il y aura des juristes qui seront plus pertinents que moi pour parler de ce sujet-là. Moi, en tant que plus oui, analyste des politiques, je me dis que ces notions de confier à des entités naturelles une personnalité juridique, donc ça peut avoir, à mon avis, des avantages de les mettre en lumière, de les mettre en avant. Ça pose aussi des questions de qui parle au nom de ces entités, qui auront des droits, des devoirs, comment est-ce qu'on les représente, quels sont un peu les gardiens aussi de ces entités-là. Donc ça, c'est une évolution possible du droit. Mais il y a d'autres systèmes aussi d'évolution qui sont pensés dans le système juridique par des juristes, notamment Louis de Redon, qui a coécrit un article avec Adélie Pomade, qui va intervenir tout à l'heure. Et l'idée, c'est aussi une autre idée possible, c'est de faire évoluer les régimes juridiques à appliquer à l'environnement en tant que chose, en faisant de toute la patrimonialité commune des biens environnementaux, donc comme l'eau, le sol, l'air ou la biodiversité. Un principe général avec peut-être un État qui soit garant de leur gestion et de leur exploitation durable. Et dans ce cas-là, ça re-questionne les droits de propriété, mais les propriétaires deviendraient de droit soit gardiens de ces choses particulières, soit simple usufruitier, et l'État serait un peu comme un nu propriétaire en fait, dont l'action serait de protéger les biens environnementaux de tous les abus. Donc voilà, dans tous les cas, le droit peut donner aussi des représentations sociales, et le fait, pour revenir au premier point sur la personnalité juridique des entités naturelles, le fait de considérer des entités comme sujet de droit, ça peut aussi faire évoluer la représentation de la société sur ces questions. Et donc, des initiatives, alors comme le Parlement de Loire, ce qui se développe aussi sur le Rhône, il y a d'autres exemples aussi en France. En Espagne, il y a eu effectivement le cas de la Mar Menor, qui a été aussi reconnue comme entité naturelle sujet de droit. C'est aussi des points qui font évoluer la représentation de la société sur la prise en compte de ces entités naturelles comme sujet à part entière. Mais avec, comme je vous le disais, tout un tas de questionnements qui restent sur qui sont les représentants de ces entités, qui parlent en leur nom, comment ça se passe, qui sont les garants. Est-ce qu'on fait comme... on peut mettre en place des systèmes comme en Nouvelle-Zélande avec un garant qui est issu de la population maori et un garant État. Enfin bon, voilà. Il y a tout un tas de questionnements là-dessus, mais je pense que les personnes de la table ronde suivante en parleront bien mieux que moi.